Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce 20h à la une. Saisie de drogue dure par la LGI. Cet après-midi, 6 individus ont été interpellés. L'opération s'est déroulée à la plage des Mamelles. C'est parti pour un mois d'abstinence. Samedi, premier jour de jeûne pour la communauté musulmane au Sénégal. Le ciel a ouvert ses vannes dans ce journal, le marché au parapluie. À suivre le récit de Fatou Bintou Conté concernant la violence dans l'arène, un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur. Et puis ce soir, notre invité, il s'agit de Xavier Diatta, le secrétaire exécutif tout simplement concernant les secours aériens sans frontières. Il sera là en fin de journal. Voilà pour les titres. Merci de recevoir TFM chez vous. Nous vous le disions en titre, détention de chanvre indien et autres drogues illicites au Sénégal. Des éléments de la LGI comprenaient légion de gendarmerie, intervention. Ils ont interpellé cet après-midi 6 individus. Après une fouille, ils ont trouvé sur eux 450 grammes de chanvre indien et des boulettes de hashish. Les trafiquants ont été appréhendés sur une zone interdite à la baignade au niveau de la plage des Mamelles. Premier jour de jeûne pour la majeure partie de la communauté musulmane au Sénégal après l'annonce officielle de la commission d'observation du croissant lunaire pour débuter ce samedi. C'est parti donc pour un mois d'abstinence mais aussi de dépenses, un mois durant laquelle donc les fidèles devront respecter rigoureusement certains préceptes de l'islam, nous disent Maïmouna Ndiaye et Atanarba. La communauté musulmane dans son grand ensemble a débuté le mois béni du Ramadan, des moments de partage et de retraite spirituelle. Je demande à toutes les femmes d'économiser parce que cela ne sert à rien de gaspiller. C'est avec le Ramadan qu'on doit mieux économiser. Je pense que c'est un mois qui exhorte les musulmans dans la pratique de la religion. Avec le contexte actuel, certains pensent que la solution est de réduire les dépenses. C'est inutile de faire des dépenses hallucinantes. Je pense qu'il faut juste acheter ce dont on a le plus besoin. À mon avis, les Sénégalais doivent apprendre à partager. Les nantis doivent aider les petites bourses. C'est ce qui est dit dans le Coran. Des Sénégalais qui estiment que le port vestimentaire doit être revu, surtout en cette période. Le Ramadan est un mois béni, donc nous devons le respecter. Les femmes surtout doivent revoir leur comportement. C'est très important. Les musulmans doivent avoir l'esprit du partage. C'est un mois saint. Mais aussi, il faut revoir le port vestimentaire. C'est parti pour un mois de diète qui demande un réaménagement dans tous les domaines. Reste à prier pour que les musulmans du Sénégal fêtent ensemble l'Aïd el-Fitr. Premier jour de jeûne où les fidèles musulmans donc ont effectué sous fond de pluie. Le ciel a ouvert ses vannes. Le marché est bien au parapluie. L'accessoire est devenu incontournable, voire indispensable pour nombre Dakarois dans la rue. Le produit se vend à petit prix, nous dit Dissa Prera à Ludjagne. En ce temps où la pluie tombe sans cri et gare, les parapluies sont des accessoires très prisés. Chez les vendeurs grossistes, les affaires marchent plutôt bien. En cette période de pluie, franchement parler, le marché sénégalais en matière de parapluies, ça marche. Ça marche? Oui, ça marche. Parce que les parapluies, en quelque sorte, c'est en période d'hivernage tout simplement que tu peux vendre les parapluies, que tu puisses faire quelque chose. Parce que avec la pluie, franchement, si tu as le parapluie, ça marche, à vrai dire. Pour les clients, le rapport qualité-prix est raisonnable. Et puis, les parapluies sauvent de la pluie, mais aussi du soleil. Il y a différents types de parapluies. Par exemple, ça, c'est le parapluie vert, jaune, rouge. Par exemple, ça, si en gros,
Ce qu'on vend ça en gros, c'est à un prix abordable. Par exemple, celui qui achète ça pour revendre ça, peut-être il peut acheter à 1200, il revend à 2000, voire 1500, ça dépend. Comme il y a la pluie, j'achète le parapluie pour le vendre. Il a une très bonne qualité vraiment et puis c'est pas aussi cher. Hein. Souvent moi je vends à 2000 francs, à 1500. Oui, oui. Souvent on va à 1500, souvent on va à 2000. Avec cet hivernage qui va crescendo, le commerce des parapluies rapporte des revenus assez substantiels aux vendeurs. Qu'il pleuve ou que le soleil darde ses rayons, le parapluie est toujours présent pour nous protéger. Merci et à vos parapluies. Thiaroye 44, nous ne parlons pas bien sûr du célèbre camp, mais plutôt du nouveau CM érigé. Le ministre de l'Éducation a inauguré le nouveau collège, un établissement symbole de la philosophie de projet d'infrastructure pour un développement social et culturel des communautés environnantes. Reportage Ibou Diouf et Gervais Yao. L'autoroute à péage n'a pas seulement comme mission une plus grande mobilité apportée par la nouvelle infrastructure routière, il y a aussi le bénéfice d'un meilleur aménagement urbain des zones jouxtant l'autoroute. Dans la banlieue, le CM Thiaroye 44 veut matérialiser cette volonté. Le tracé de route a impacté sur un établissement ou sur des établissements scolaires et donc comme nous, on cherche un taux de rentabilité économique qui intègre l'aspect social du projet, nous sommes obligés quand même de refaire ces établissements sociaux. Chaque fois que le gouvernement, à travers des structures qui feront des grands projets, nous devons avoir quand même un linkage, que les gens travaillent ensemble, que les choses puissent aller très vite. Parce que si aujourd'hui, des démembrements de l'État, que ce soit les collectivités locales, les entreprises, les grands projets interviennent, ils doivent, avec l'éducation nationale, quand même refaire des structures ou des infrastructures scolaires beaucoup plus modernes. Le coût du joyau est estimé à près de 258 millions de francs CFA. Avec d'autres projets, l'autoroute à péage devrait profiter au quartier de Guinaw Rail, Thiaroye Gare, Tivaouane Diacksao, Diamaguène Sicap Mbao. Vous savez, quand on étudie un projet, une autoroute, on étudie d'abord le taux de rentabilité économique. Le taux de rentabilité économique, c'est un taux qui intègre l'aspect social du projet. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie cela? Quand on rencontre, par exemple, une école, des daras, quelque chose de social, on est obligé de le construire. Ça, c'est une obligation. Avec la réalisation du projet de l'autoroute à péage, 14 établissements et daras ont été déplacés. Parmi ceux, le CM Thiaroye 44 qui montre fièrement ses 3 hectares et 21 salles de classe, sans oublier sa réserve foncière importante pour son développement futur. Daniel Diouf, plutôt Ibou Diouf, nous empruntons l'autoroute à péage et Cap sur Thiès pour parler des conducteurs de moto Jakarta qui ne voient pas du tout, alors là, pas du tout, à la police d'un bon œil. Ils estiment que l'institution locale leur cause trop de soucis. Pas une semaine sans qu'ils ne fassent l'objet de verbalisation. Un métier pourtant à faible revenu, comme ils l'ont souligné, entre autres plaintes. Reportage Daniel Diouf et Moussa Song. Ils sont nombreux à s'activer dans la conduite des mototaxis Jakarta. Des jeunes qui gagnent leur vie avec cette activité. Si je m'active dans les mototaxis Jakarta, c'est uniquement pour pouvoir subvenir à mes besoins. C'est aussi le cas pour mes camarades. Bon nombre d'entre eux menaient d'autres activités. Ils étaient dans la sécurité et ils étaient exploités. Si nous avons investi de l'argent dans les Jakarta, c'est parce que nous voulons nous en sortir et l'État doit nous soutenir. Nous n'avons que nos motos. Leur rapport avec la police, pas des meilleurs. Ils déplorent ce qu'ils qualifient d'acharnement de la part de l'institution. Il nous arrive de nous faire arrêter par les policiers. Quand c'est le cas, ils prennent tout notre argent. Ils peuvent nous arrêter, nous verbaliser. Il nous arrive de ne rien avoir pour notre famille. Ce n'est pas agréable. On ne gagne rien dans ce travail. Vous pouvez finir la journée avec 2500 francs. Quand ils vous les prennent, vous faites 2500 3000 francs. Souvent, vous pouvez leur fournir tous les documents qu'ils exigent. Malgré tout, ils vous embarquent. Les conducteurs de mototaxi Jakarta disent ne pas ignorer leurs devoirs. Entre autres, le paiement de taxes. Seulement, les modalités ne leur conviennent pas.
Nous savons bien que c'est l'État qui a construit les routes. Il doit pouvoir tirer une petite contribution de nos revenus. Nous sommes redevables de cet État, mais les choses doivent se faire progressivement. Autre point délicat dans leur activité, le manque de sécurité. Ils sont assez souvent victimes de vols et d'agressions. Nous sommes régulièrement victimes de vols de motos, d'agressions, et la police ne dit rien à ce sujet. Un individu que vous transportez peut vous étrangler ou alors vous brandir un couteau. Avant-hier, un jeune a été tué et il est perdant. Je conseille quand même mes camarades de rouler doucement pour rassurer les clients et mieux les attirer. Les mototaxis Jakarta de Thiès disent avoir également des ennuis avec les taxis réguliers. Mais ils font de la police l'origine de leurs principaux soucis. Aux policiers, ils demandent une seule chose. Qu'ils nous laissent travailler simplement. Pape Diop et Mamadou Seck, respectivement président du Sénat et président de l'Assemblée nationale de la législature sortante, ne siégeront pas à l'hémicycle. Le directoire de campagne de la coalition Bokk Gis Gis l'a annoncé dans un communiqué paru sur APS. C'était hier. Cette décision permettra à d'autres inscrits sur la liste nationale de pourvoir d'autres sièges. Rappelons que l'installation du bureau de l'Assemblée nationale est prévue ce 30 juillet en attendant bien sûr les élections sénatoriales prévues d'ici la fin de l'année. D'autres nouvelles brèves, cette fois-ci sur l'international. Tout d'abord en Côte d'Ivoire, de nouvelles violences à Douékoué dans l'ouest du pays et dans un camp de déplacés. Au moins 11 morts et 13 blessés ont été enregistrés. Une attaque perpétrée par 300 individus environ contre un camp de personnes plutôt déplacées à Naïbili. Et puis en Syrie, affrontement ce samedi à Alep. C'est la deuxième ville de Syrie entre des rebelles et l'armée syrienne. Vendredi déjà, de violents combats avaient causé la mort de plus de 200 personnes. Tout de suite, la page des sports. La page des sports, c'est avec Cher Tidiane Diao. Bonsoir. Bonsoir Ndeye Fatou. Et bonsoir à nos téléspectateurs. Nous démarrons avec les Jeux Olympiques de Londres 2012. Nous sommes à jour J, -7 de l'ouverture de l'événement et l'on s'interroge déjà sur les chances de médaille de nos athlètes. Amadou Manikombaï, champion d'Afrique des 100 mètres, ancien champion d'Afrique des 100 mètres, donc estime ses chances minimes. Mais tout de même, Ndiska Babadji pouvait nous valoir d'énormes satisfactions. Je vous propose de l'écouter. Ça sera très compliqué. Je vois qu'une seule personne, d'ailleurs, actuellement, là, qui peut nous valoir une satisfaction. S'il y a une possibilité de médaille, c'est Ndiska Babadji. Mais Ndiska Babadji, c'est qu'il a tardé à aller en Europe. C'est-à-dire que pour se confronter le plus possible au haut niveau sur des compétitions. Moi, je l'ai vu, je l'ai suivi en France sur certaines compétitions, donc j'ai vu comment c'est. Il peut faire des résultats, mais aujourd'hui, il n'y a pas de secret au saut en longueur. Il faudra qu'il soit entre 8,30 et 8,40 pour déjà pouvoir être médaillable. C'est ça. Par contre, il peut déjà aller en finale. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'il passe la finale. Pour le reste, Ami Mbaké, c'est une copine à moi, je la connais très bien, Ami Mbaké. Ami Mbaké a fait son temps et je pense que ce qu'elle a fait, c'est phénoménal parce qu'elle n'a pas beaucoup d'entraînement, mais c'est l'expérience aussi, c'est l'expérience du haut niveau que tout le monde n'a pas et que ce qui a fait qu'au championnat d'Afrique, elle a pu gérer. Voilà, donc c'était Amadou Manikombaï, ancien champion d'Afrique des 100 mètres. Nous parlons de toute autre chose avec les Navetanes 2012 qui ont fait l'objet d'un conseil interministériel. En plus du souci d'enrayer la violence, le ministère de la Culture compte s'impliquer pour mieux affirmer le cachet culturel. Abdoulaziz Ndiaye. L'État et l'ONCAV prennent à bras le corps les questions du Navetan. L'exercice 2012 du championnat national populaire démarre officiellement le 18 août prochain avec plusieurs mesures prises pour accompagner le mouvement et permettre le bon déroulement de ces activités de vacances. Vous savez que bien souvent, les activités de Navetan riment à contrario avec la violence.
Et c'est la raison pour laquelle l'option retenue cette année, c'est de faire en sorte qu'il y ait zéro violence dans les navétanes. Et à cet égard, l'ONCAV a pris les engagements et des positions à même, en relation avec le ministère de l'Intérieur et le ministère des Forces armées, en relation avec les forces de sécurité, de veiller à ce qu'il y ait plus de sécurité dans les stades et en dehors des stades. Et au-delà des infrastructures, il est important de noter et de signifier le rôle de l'ONCAV en ce qui concerne de manière transversale la politique de santé, l'environnement, la culture. L'innovation de taille de l'édition 2012 des Navétanes sera sans doute la participation du ministère de la Culture et du Tourisme. On doit examiner là rapidement dans les jours à venir un prix important qui pourrait encourager à la fin du processus le rayonnement ou l'attribution de certaines distinctions qui sont importantes. Et je crois que cette participation, cette amplification de la culture dans le mouvement navétane pourrait participer à diminuer la violence. L'Organisation nationale de coordination des activités de vacances salue cette nouvelle démarche qui se caractérise par un bon encadrement et une bonne organisation. Tout ceci devrait favoriser la bonne tenue des manifestations de cette édition 2012. Abdelaziz Ndiaye, merci. Alors, Fatou, c'était tout pour la page des sports. Merci à vous, cher Tidiane Diao. Mesdames, Messieurs, le journal se poursuit dans un instant. Nous recevons notre invité. Il s'agit du secrétaire exécutif de Secours aérien sans frontières, Xavier Diatta, tout à l'heure, qui sera sur ce plateau avec nous. Voilà, notre invité est bien en place. Il s'agit de Xavier Diatta. Bonsoir. Bonsoir, Fatou. Alors, ce soir, face aux Sénégalais, on a l'impression, vous l'avez dit, hein, les frontières semblent être fermées pour vous, en tout cas pour votre structure. Il s'agit d'un avion médicalisé qui tarde à décoller faute de kérosène. À qui la faute finalement? À qui la faute, c'est la grande question. À nous-mêmes, parce qu'il faudrait que nous commencions à nous-mêmes, parce que peut-être qu'on n'a pas suffisamment communiqué sur la question. Parce que cet avion, c'était un élan de solidarité nationale qu'on voulait mettre, parce que cet avion, il est là pour tout le monde. Et c'est un avion qui fait des évacuations gratuites. Donc, de tout temps, on a voulu justement axer nos efforts sur l'élan de solidarité nationale, c'est-à-dire que c'est des souscriptions volontaires ou des sociétés qui veulent bien nous parrainer. Mais voilà, donc justement, on n'a peut-être pas beaucoup communiqué sur la question. Alors, est-ce qu'on peut parler alors de faute de sponsors par rapport à cela? Aujourd'hui, le seul avion médicalisé d'Assou-Région, qui est celui de Secours aérien sans frontières, qui est là depuis pratiquement 4 ans, il est arrêté parce que justement, on n'a plus de carburant pour pouvoir évacuer. Là, on est en plein hivernage, les demandes sont là, mais malheureusement, on n'a plus de budget. Et depuis combien de temps l'avion n'a pas décollé? L'avion n'a pas décollé depuis 10 jours maintenant. Depuis 10 jours, il n'a pas décollé. L'avion, oui, il y a 10 jours, il a fait sa dernière évacuation sanitaire. Et voilà, on a fini notre stock de carburant. Et vous évaluez actuellement combien de patients dans l'attente? Ah non, cet élan de solidarité. Vous savez, de prime abord, moi je ne m'occupe pas un peu de ce volet-là parce que l'avion, comment il marche? C'est-à-dire que si, par exemple, à l'intérieur du Sénégal ou n'importe où au Sénégal, il y a une évacuation, c'est-à-dire des pathologies très lourdes, en ce moment, c'est le médecin ou l'infirmier en poste qui prend contact avec le médecin de tri qui est basé à Tambacounda. Et c'est ce médecin de tri, après avoir discuté justement avec le médecin demandeur de l'évacuation, qu'eux, ils apprécient et ils disent telle personne doit être évacuée. Et en général, vous prenez en charge quel genre de pathologie? Des pathologies très lourdes. Généralement, c'est des AVC, c'est des accidents, c'est des accidents de la circulation, c'est des femmes qui ont des difficultés à accoucher et dont les structures médicales régionales ou locales ne peuvent pas prendre en charge.
En ce moment, on fait appel à cet avion-là parce que l'évacuation, encore une fois, elle est gratuite pour le patient. Alors, elle est gratuite, mais c'est un avion, à mon sens, que vous détenez ou vous rendez des comptes à d'autres? Non, en fait, cet avion, quand on a voulu lancer justement cet élan de solidarité, comme je vous l'ai dit, nous avions un mécène qui nous a dit, écoutez, si vous voulez faire de l'humanitaire pur et dur, moi, je peux vous aider. Il a acheté cet avion et il nous a mis cet avion à disposition pour 1 € symbolique l'année. Donc cet avion, il est là. Tant que le Sénégal en a besoin, cet avion sera là. C'est 1 € symbolique l'année. On vient d'ailleurs de renouveler le bail pour 3 ans. Et voilà. Donc vous avez renouvelé le bail, ça veut dire que vous allez continuer vos opérations? Notre ambition, justement, notre ambition, justement, c'est de continuer. Parce que, vous savez, traîner un malade de Ziguinchor en passant par le bac de Balengor, l'amener jusqu'à Dakar avec une ambulance, presque 12 à 14 heures de voiture, c'est énorme. C'est important, donc cet élan de solidarité a bien sûr un coût, mais on a envie de vous demander combien de rotations vous faites. C'est par semaine, c'est quoi la périodicité? La périodicité dépend justement des cas. Des demandes? Des demandes. Mais les demandes, on en a toujours. Les demandes, le médecin de tri, chaque fois que je fais un briefing avec lui, il me dit les demandes, j'en ai. Mais il appartient à lui de sérier justement les évacuations qui en valent le coup. Parce que vous savez, l'État a fait de gros efforts en matière de santé publique. Il y a eu pas mal de cas de santé. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes atteint d'un panarie que vous allez demander à être évacué à Dakar, quel que soit votre rang. Cet avion, il est là justement quand la structure locale ne peut pas prendre en charge de malades. C'est en ce moment qu'on fait appel à Aviation sans frontières, Secours aérien sans frontières, et Secours aérien sans frontières amène le malade jusqu'à Dakar. Et à quel moment vous êtes tenu de vous dire, bon, on arrête, on rend l'avion médicalisé? Là, actuellement, je suis dans la réflexion. Parce qu'un avion quand même qui ne vole pas, ça coûte beaucoup d'argent. Ça coûte beaucoup d'argent. Si cet avion-là venait à rester au tapis pendant à peu près quelque chose comme 2 mois, il va falloir que je le rende au propriétaire. Parce que je n'aurai plus le financement pour pouvoir relever cet avion pour qu'il puisse être dans les dispositions de vol. Alors, Xavier Diatta, je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif donc, de Secours aérien sans frontières. Aujourd'hui, que peut-on retenir? C'est un cri de cœur, une sensibilisation? C'est un cri de cœur que je lance. Cet avion, il est là pour tous les Sénégalais, quel que soit le rang du Sénégalais. Vous savez, il arrive des moments où les gens me disent mais oui, mais qu'est-ce que, par exemple, le ministre de la Santé a fait? Non, mais je me dis que cet avion, il est là pour tout le monde. Et donc, nous, personnellement, on demande, c'est-à-dire les gens qui nous aident, on ne leur demande pas de l'argent. Il suffit juste si on a des sponsors, des gens qui veulent nous aider, qui nous achètent juste le carburant, qui nous donnent les bons, et nous allons prendre ces bons-là. Alors, merci Xavier Diatta. Je rappelle que vous êtes le secrétaire exécutif de Secours aérien sans frontières et que l'avion médicalisé est toujours parqué à Tambacounda. Il est toujours à Tambacounda. Pendant que des patients attendent votre œuvre de bienfaisance. Voilà, mesdames, messieurs, donc à bon entendeur, salut. Merci d'avoir suivi ce 20h réalisé par Daniel Diouf, à la technique, bien sûr, Pierre Da Silva. Merci à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Deweneti et bon Ramadan.